Salut, c'est Lextopia et vous écoutez Parktopia, votre podcast dédié à l'actualité des parcs à thème. To all who come to this happy place, welcome. Disneyland is your land. We live by the ethos that the next thing we do is going to be better than the last thing we did. Everything we do is based on story. We build our entire work process around story. Et oui, Parktopia, c'est le projet que j'avais pas vraiment prévu à l'origine en 2024. Bonjour à tous, merci de m'écouter. La plupart d'entre vous, vous m'écoutez probablement parce que vous êtes abonné à Lextopia sur YouTube, donc je suis créateur de contenu, principalement effectivement sur YouTube. Et donc je suis passionné de parcs à thème, surtout bien sûr des parcs Disney, ce qui m'amène un peu à la raison pour laquelle j'ai créé ce podcast. Il y en a plusieurs, ça fait plusieurs années, donc maintenant ça fait plus de 5 ans que je suis en solo sur les réseaux sociaux, sur YouTube, et ça fait plusieurs années que je cherche à me diversifier, à tester aussi toutes sortes de plateformes, bien que mon média principal reste YouTube. Et cette année, ça faisait un petit moment que je m'interrogeais sur la pertinence des contenus longs, notamment après avoir participé à plusieurs reprises à des émissions d'Olivier, la fameuse émission Le Boudoir de Walt. Je précise d'ailleurs que pour ceux qui ont l'habitude de m'entendre en vidéo, mes podcasts ne seront pas cutés ou remontés, à part peut-être à quelques rares moments dans l'émission quand j'estime que c'est nécessaire. Mais donc voilà, l'objectif justement, c'est de travailler ce que j'avais adoré avec Olivier lorsque j'étais venu à 2 ou 3 reprises, c'est-à-dire un peu plus de spontanéité, un peu plus de contenu long, et surtout, revenir à mes premières passions. Parce que c'est vrai que je crois que je ne l'ai jamais raconté ni sur Instagram et sur YouTube, mais pendant des années, j'ai animé une émission de radio sur une antenne jeune, parce que j'étais passionné par ce média-là et par la politique, et je suis toujours en fait passionné de radio. Pour moi, c'est d'ailleurs, c'est ce qu'on nous apprenait en école de journalisme. Je me souviens d'un prof qui nous avait dit « La radio, c'est le média préféré des Français ». C'est pas celui qui va vous apporter le plus de notoriété ou d'exposition, mais c'est celui qui va vous permettre de créer un lien très particulier avec le public. C'est, par exemple, je le vois avec les vidéos courtes. À un moment donné, j'ai vraiment réfléchi à me lancer sur les formats courts, et je me suis dit vas-y, lance-toi, les formats courts, c'est la nouveauté, c'est vers ça que tout le monde va. TikTok commence à super bien rémunérer les créateurs. Je me suis dit, vas-y, essaye de faire ça. Et j'ai adoré créer des contenus courts, mais j'ai pas aimé le faire dans la durée, dans le temps. Les contenus courts, ils ont un problème, ils sont particulièrement éphémères, ils vont tantôt toucher des millions de personnes, et puis le réel d'après, vous allez toucher que 60 ou 50 personnes. Et vous pouvez pas créer une relation comme vous pouvez la créer sur YouTube. Et YouTube est un des rares espaces où justement le contenu long en images fonctionne encore, et c'est pour ça que ces derniers temps j'ai rallongé la durée de mes vidéos pour essayer, c'est ça en quelque sorte, de créer un lien plus fort avec la communauté, et puis parce que je me sentais de plus en plus à l'aise sur les contenus longs. L'objectif pour moi, c'est pas bien entendu d'abandonner des contenus courts, je vais continuer de temps en temps à publier des TikTok, des réels à l'occasion de partenariats, mais c'était un premier point marquant, c'est que j'avais adoré ces interviews avec Olivier dans Le Boudoir de Walt, et d'ailleurs que je remercie Olivier parce qu'il m'a donné plein de conseils au moment de me lancer. On a échangé un petit peu avant que je me lance, et donc j'en suis sûr désormais, c'est là où je prends le plus de plaisir en contenu long. Donc ça, c'est l'une des toutes premières raisons, avec bien sûr ma passion aussi pour la radio. Quand j'étais petit, je rêvais d'être animateur radio, j'écoutais des libres antennes jusqu'à 2-3 heures du matin, j'adorais ça. Donc c'est un retour aux sources en quelque sorte aussi, sans pour autant abandonner bien sûr ma chaîne YouTube qui reste le média principal. Et la plupart d'entre vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous venez de la chaîne YouTube, mais l'objectif à terme, c'est aussi de me faire connaître directement sur les plateformes de podcast, et aussi de me diversifier. Parce que sur YouTube, si je parle pas de Disney pendant plus d'un mois, je vais entraîner une érosion de mon audience. Donc l'objectif pour moi, c'est bien sûr de continuer à parler de Disney, parce que de toute façon c'est ce que j'adore, les parcs Disney, par extension les parcs Universal aussi qui sont un peu dans la même vibe, mais l'objectif aussi pour moi, c'est de montrer que les autres parcs m'intéressent, et que je suis tout à fait capable d'en parler, mais que malheureusement c'est des sujets que je peux pas sélectionner pour des vidéos entières, à moins d'en faire des vlogs, ce qui m'est déjà arrivé. Là cet été par exemple, j'ai fait Fantasyland, ça a cartonné, ça m'est déjà arrivé de faire Astérix, il me semble, Le Puy du Fou à plusieurs reprises en vlog, mais c'est trop peu régulier, et donc du coup pour moi l'objectif c'est de faire en sorte de pouvoir continuer à parler de ma passion, et quel que soit le sujet en fait, sans prendre un risque d'une érosion d'audience. Là ici un peu c'est mon espace de liberté qui va pas être soumis à des résultats, des KPI, et donc vraiment c'est pour moi un endroit d'expression
et d'intimité. Et alors, quelle va être la fréquence de Parktopia? Parktopia, ça va être diffusé, je pense, à peu près une fois par mois. Je vais le diffuser une fois par mois et je vais revenir sur toutes les actualités du mois qui m'ont marqué dans les parcs à thème. Je vais faire une sélection et d'ailleurs, je tiens à le dire, il y aura du Disney. Hein. On va pas arrêter de parler Disney, au contraire. Il y aura aussi bien sûr des épisodes spéciaux sur des thématiques particulières. Lorsqu'il y a du partenariat, des invitations, ça pourrait être aussi une occasion de me tester sur ce format-là. Et puis, il y aura aussi... j'ai envie d'emmener mon micro en voyage. J'ai envie de l'emmener avec moi en voyage et de faire découvrir les parcs à travers le micro. Donc bien sûr, je prévois de l'emmener par exemple pour la découverte de Universal Epic Universe. Je prévois aussi de l'emmener pour d'autres projets dont je peux pas vous parler maintenant, c'est encore confidentiel, mais bref. Et puis parfois des hors-séries qui vont pas forcément concerner les parcs à thème. Mais donc l'objectif, c'est de parler. Et alors voilà, en fait là je mélange un peu les pinceaux parce que j'ai pas tout écrit, mais l'objectif c'est que en gros, lorsqu'on est sur un contenu habituel et qu'il n'y a pas de perturbation de l'émission, c'est-à-dire soit sur un sujet spécifique, soit parce que le micro est emmené en voyage, ou alors parce que je suis en partenariat, bah alors cette émission reprend une ligne éditoriale classique qui est la suivante, le choix de 4 à 5 sujets dont on va discuter pendant 1 heure, et sur lesquels je vais donner mes impressions, parce qu'ils m'intéressent, ils m'ont interpellé, et souvent aussi parce que j'ai pas pu les tester et en parler entièrement en vidéo. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous, et je vous propose que dès maintenant, on commence l'émission. C'est parti! J'ai dit c'est parti comme ça sans savoir si j'étais capable de mettre un jingle parce que je découvre aussi l'univers du montage de podcast. Et donc parmi les sujets dont on va parler aujourd'hui, on va commencer par du Disney parce que c'est un sujet qui a fait énormément réagir sur ma chaîne. Quand j'en ai parlé, j'ai pris un torrent de mauvais commentaires, mais ce qui a déclenché ensuite la création d'une autre vidéo, c'est j'aime bien maintenant répondre à des sujets qui vous ont fait particulièrement réagir en commentaire. Et donc là, en fait, on va parler du Disney Village. Le Disney Village a annoncé, enfin Disneyland Paris a annoncé que Planet Hollywood, qui était en cours de destruction, allait être remplacé par un autre restaurant qui va s'appeler la Casa Giulia et qui sera donc vraiment à l'entrée de ce Disney Village, à proximité du cinéma Gaumont et de la boutique World of Disney, et puis ensuite qui débouche sur l'avenue principale du Disney Village. Et alors là, les gens étaient vraiment très négatifs en commentaire de mes vidéos par rapport à ce choix-là. Et donc j'ai répondu en fait à ces personnes-là et j'expliquais en fait quel était le choix stratégique de Disneyland Paris pour le Disney Village. Et avant de vous expliquer un peu mon avis sur le sujet, je vais vous rappeler en fait en quoi consiste l'installation de ce restaurant. C'est encore une fois une partenariat avec le groupe Bertrand, qui détient déjà la brasserie Rosalie. Et puis vous êtes en fait à l'entrée du Disney Village et vous ferez face du coup à ce restaurant, la Casa Giulia, qui offrira une vue d'exception, parce qu'il y aura donc 2 étages, et puis les terrasses donneront vue sur le Disney Village. Vous le savez, le Planet Hollywood était très enclavé et entièrement en intérieur, donc c'était compliqué d'avoir une vue sur le Disney Village. Et donc ce restaurant, ce sera un restaurant de cuisine italienne, généreuse et conviviale. Et donc je cherche là, pendant que je vous parle, le nombre de couverts. Il me semble que ça avait été indiqué quelque part. Là je vois que la surface est 2500 mètres carrés. Que l'ouverture est prévue pour 2026, et voilà, là j'ai devant moi les 500 places assises réparties sur 2 niveaux, et puis un endroit qui se veut quand même un peu plus chaleureux que le Planet Hollywood, qui était du coup très renfermé sur lui-même. Alors, pourquoi ça a fait réagir en commentaire de mes vidéos? Ça a fait réagir parce que, de manière générale, la nouvelle direction artistique et architecturale du Disney Village ne convainc pas du tout les fans, en tout cas ceux qui me suivent en commentaire, les habitués de Disneyland Paris, parce que le design est trop contemporain, trop lambda. Il fait penser en fait à un centre commercial comme un autre de la région parisienne, et il n'apporterait pas de touche Disney et d'apparence Disney. Alors en fait le problème que moi j'identifie là, et c'est ce que j'ai voulu dire en vidéo quand j'ai répondu à ces commentaires, c'est qu'en fait le problème du Disney Village, c'est que à l'origine il était donc une œuvre de Frank Gehry, vous savez, cet architecte qui a notamment conçu la fondation de Louis Vuitton, le Guggenheim de Bilbao. Il y en a un autre là d'ailleurs qui va ouvrir à Abu Dhabi. En fait, Frank Gehry, ça se caractérise par des infrastructures vraiment très imposantes, très froides, et il y a une sorte de démesure, et en fait je pense que le concept du Disney Village n'a pas été compris par les visiteurs au départ, et c'était compliqué de se projeter dans cet endroit qui au départ aurait dû
être chaleureux, convivial, mais en fait qui faisait un peu froid et industriel. Et d'ailleurs, j'ai appris ça en faisant cette vidéo sur le Disney Village, c'est qu'en fait, ce Disney Village est censé être renvoyer cette image industrielle parce que c'était soi-disant, c'était la storyline de Frank Gehry, c'était soi-disant un endroit qui devait faire penser aux anciennes centrales électriques américaines, et donc c'est pour ça que tout autour il y avait ces fils auxquels étaient accrochés des ampoules, et puis finalement tout ça a été remplacé par ces fameux petits ballons qui sont accrochés sur les fameuses colonnes qui vont disparaître. Bref, au bout d'un moment, de toute façon, le concept n'a pas été compris dès le départ. Donc dès le départ, si vous voulez, le Disney Village a complètement été perverti par d'autres installations, par d'autres ouvertures de restaurants. Et donc du coup, le Disney Village aujourd'hui, c'est un peu la catastrophe en termes de storyline, d'identité visuelle. Et ils essayent de remettre de l'ordre dans tout ça. Et ils ont confié en fait aux Imagineers la création de cet endroit, la recréation de cet endroit. Et donc moi, j'étais parmi ceux qui au début disaient que c'était peut-être un peu trop froid et trop contemporain, mais après avoir testé Rosalie, j'ai compris que non. Et en plus de ça, je me rends compte que le Disney Village va être à la fois un Disney Village qui va être parmi ceux dans le monde qui aura le plus de touches Disney, contrairement aux autres, que je trouve pas assez Disney, que ce soit le Downtown ou le Disney Springs, et en plus de ça, qui va être le plus contemporain, le plus... Alors oui, il y en a qui disent lambda, mais le problème aussi, c'est que ce Disney Village est censé aussi accueillir les habitants qui sont autour, les cast members qui se détendent après le travail, pour les inciter à venir consommer. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, le design du Disney Village, il fait fuir beaucoup de ces cast members et de ces gens qui habitent en région. Et donc justement, le but, c'est de faire une espèce d'entre-deux, c'est-à-dire, oui, un centre commercial qui paraît lambda, mais en fait, quand on y regarde bien, il ne l'est pas tout à fait, il est disneyisé, ici ou là, et il le sera plus il sera plus disneyisé, j'en suis sûr, que le Disney Springs et que le Downtown Disney. Et c'était un peu l'esprit de cette vidéo lorsque je l'ai tournée et que j'ai répondu. Et finalement, tout le monde s'accorde à dire que l'ancien Disney Village n'était pas non plus adoré par les fans. J'ai vraiment eu peut-être 5-6 commentaires de personnes qui me disaient que l'ancien Disney Village était quelque chose auquel ils tenaient. En fait, les gens disent non, mais en fait le Disney Village était moche, mais on n'est pas convaincu non plus par cette nouvelle esthétique qui fait pas assez Disney. D'ailleurs, c'est vrai que les retours que j'ai sur Rosalie sont pas non plus hyper enthousiastes. C'est-à-dire, les gens y vont, mais c'est pas non plus la foule. Donc, en fait, voilà, je reste encore un peu dans l'attente de cette refonte, mais pour moi, elle était nécessaire et je suis sûr que ce sera mieux que ce qu'il y avait avant. Donc, j'ai vraiment quand même hâte de voir ce que ça va donner. Il y a encore d'autres zones qui vont être dévoilées. Il y a d'autres... en fait, si vous voulez, toute la skyline de gauche de l'allée principale a été dévoilée sur un concept art, mais c'est une vision très générale, et donc je pense que petit à petit on va découvrir l'allure des façades. Mais par exemple, les façades de l'ancien Disney Fashion me plaisent beaucoup plus maintenant dans leur nouvelle apparence, et elles sont Disney avec ces concept art du château de la Belle au Bois dormant. Et donc en fait, pour moi, cette réhabilitation va marcher sur moi, et je suis sûr qu'elle va marcher sur une partie du public, et que je prendrai plus de plaisir à y déjeuner et à y passer du temps, parce qu'aujourd'hui, moi, le Disney Village, j'y vais à reculons. La seule chose qui me fait aller au Disney Village, c'est la qualité de l'alimentation par rapport à celle des parcs principaux, que ce soit Disneyland Paris ou Walt Disney Studios. La qualité de l'alimentation dans ces parcs, c'est vraiment une catastrophe, quoi. Surtout lorsque vous voulez éviter les services à table et que vous voulez aller faire du fast-food. Enfin, vraiment, franchement, c'est la catastrophe. La division food de Disneyland Paris, on le sait malheureusement, est vraiment un peu à la traîne par rapport aux divisions américaines notamment, et même par rapport aux divisions asiatiques. Quand j'y pense, même en Chine, c'était... Enfin, la qualité de la nourriture était vraiment incroyable. Je dirais que c'est ça qui me pousse aujourd'hui à aller au Disney Village. C'est parce que le Annette, c'est un peu mieux que les restaurants du Disneyland Park, parce que même le McDo est peut-être mieux, le Harlem Sandwich c'est très bien. En fait, c'est un moyen de m'échapper de la qualité de la food à Disneyland Paris. Et donc, j'y vais à reculons et un peu par dépit. Et j'aimerais un jour pouvoir y aller par moi-même, en fait, et par ma propre volonté. Donc voilà ce que j'avais traité en début de mois d'octobre sur le Disney Village. Ça avait animé quasiment 2 semaines de contenu sur ma chaîne. Et vous aviez été très nombreux à réagir. Et finalement, tout le monde veut tourner la page du Disney Village, mais il y a encore un peu une sorte
de méfiance sur le nouveau design du Disney Village et j'ai quand même hâte d'en reparler avec vous, on en reparlera probablement aussi en podcast. Alors voilà, donc ça c'était pour la partie Disney que je voulais traiter avec vous aujourd'hui, et on va maintenant s'intéresser à un parc que je n'ai jamais visité et que j'aimerais visiter. Alors malheureusement ça sera peut-être pas prévu, en tout cas sûr en 2024, je le fais pas en 2025, c'est très peu probable, même si c'est un des parcs que je rêve de visiter, Efteling, qui est souvent d'ailleurs désigné comme un concurrent sérieux de Disneyland Paris, et du moins un concurrent encore tout autant sérieux d'Europa Park et de parcs aussi comme le parc Astérix, le Puy du Fou, qui ont cette capacité à accueillir énormément de visiteurs et qui sont bien au-dessus du million de visiteurs. Et Efteling, en fait, a surpris tout le monde avec l'ouverture ce mois-ci d'une attraction qui s'appelle la Danse Macabre, qui m'avait interpellé, que j'avais hésité à traiter en vidéo. J'y serais presque allé d'ailleurs y faire un vlog, et j'aurais vraiment adoré mettre en avant Efteling sur ma chaîne. Malheureusement, je ne peux pas pour le moment. Danse Macabre. Alors Danse Macabre, c'est une attraction vraiment unique au monde. Apparemment, le constructeur n'en avait pas fait d'autres dans ce style-là. Et donc c'est Intamin qui l'a construit pour un budget de 35 millions d'euros. À l'intérieur, on peut y faire entrer plus de 1250 personnes par heure. À l'intérieur, il y a 108 places. Alors justement, ça interroge aussi sur la capacité et le débit de l'attraction. J'ai pas encore vu de retour d'ailleurs à ce sujet. C'est normal, c'est l'ouverture, donc il y a forcément beaucoup d'attentes. On prendra conscience, à mon avis, du débit une fois que l'attraction sera rentrée un peu plus dans le run en fait du parc. C'est une attraction qui a été annoncée début 2022. Non, je dis une bêtise. Ce qui a été annoncé début 2022, c'était la fermeture de l'espace précédent, Spook Slot. Donc je connais pas bien, je m'excuse hein, si je fais des erreurs. Et donc dans ce macabre, ce qui est à la fois hyper intéressant, c'est que c'est une technologie unique, mais c'est aussi et c'est ça que j'aime, comment dire, une attraction dont la storyline est particulièrement développée. Et sur une musique que j'avais déjà entendue dans les parcs Athènes, parce qu'elle est utilisée aussi au Puy du Fou, dans les Noces de Feu. Et c'est marrant, elle n'est pas utilisée de la même façon, et ça se veut féerique dans les Noces de Feu, alors que là, comme son nom l'indique, ça se veut un peu plus glauque. Et donc Danse Macabre se sert de Spook Slot, qui occupait une position importante dans l'univers d'Efteling, parce que c'est, d'après ce que j'ai compris, un peu le seul endroit où on pouvait un peu retrouver une ambiance à la Phantom Manor, une ambiance un peu hantée, et donc du coup il y a une storyline qui a été réécrite autour de cet endroit, et donc ils ont vraiment massivement investi pour créer une attraction effrayante et détaillée, et donc il fallait écrire une nouvelle storyline. Donc là j'ai la storyline sous les yeux. Selon la tradition, Joseph Charlatan a parcouru le monde en tant que chef d'orchestre avec son orchestre, donc il y a vraiment un rapport très particulier à la musique dans l'attraction, et c'est ce que j'aime beaucoup. Cependant, après avoir participé à un célèbre concours de musique le vendredi 13 octobre 1873, un vendredi 13 vous imaginez, lui et son orchestre ont disparu de la surface de la Terre sans laisser de traces. La mystérieuse disparition hante la famille Charlatan depuis des générations. La grande perte de cet homme bien aimé a rendu la famille méfiante et craintive. Depuis, ils font tout ce qu'ils peuvent pour prévenir l'accident. Pendant ce temps, les charlatans cherchent à savoir ce qu'il était devenu de leur lointain ancêtre. L'orgue de barbarie nommé Esmeralda les a conduits à travers toutes les villes où Joseph Charlatan s'est produit. Leur recherche les a finalement menés à la forêt sinistre, où Esmeralda semble avoir refusé de les laisser partir, alors que Virginie et Otto Charlatan s'approchent de la chapelle. L'orgue semble possédé. Est-ce leur lointain ancêtre Joseph Charlatan qui les a attirés ici? Quel est le lien avec la danse de la mort qui résonne partout? Et donc, en fait, lorsque la musique démarre, vous êtes sur un plateau tournant, un peu aussi comme Chasseur de tornades, donc, à laquelle je m'étais rendu à l'inauguration de cette attraction. C'était Dynamic Attraction qui l'avait fait à l'époque, d'ailleurs Dynamic Attraction qui a fermé, si je dis pas de bêtises d'ailleurs, Dynamic Attraction a un lien particulier avec Disney, hein, c'est les constructeurs des Flying Theater comme Swarin, et en fait, la particularité de ce plateau tournant, c'est que les sièges sont installés eux-mêmes sur des plateaux, donc ça tourne plus que dans Chasseur de tornades. Le plateau fait des mouvements particuliers, et en fait au début du spectacle on voit le chef d'orchestre, hein, Joseph Charlatan, qui apparaît comme un fantôme, comme un squelette, et puis vous avez la musique de Camille Saint-Saëns qui résonne dans l'attraction. C'est une attraction quand même que j'ai trouvé assez courte. Alors j'ai pas la durée sous les yeux, mais quand j'ai regardé les vlogs, je voyais que ça durait environ 3-4 minutes si je dis pas de bêtises. Néanmoins je suis fasciné par à la fois la storyline, la qualité des décors, de l'éclairage. Je vois que c'est effrayant, mais quand même
accessible au plus grand nombre. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus trop effrayant, donc ça reste, comment dire, je trouve que c'est le bon dosage entre une attraction glauque, un peu effrayante qui crée des sensations, mais je pense que quand vous le faites une deuxième ou une troisième fois, vous n'avez plus vraiment peur. On est à mi-chemin, si vous voulez, entre deux partis pris, et puis l'utilisation de la musique. Pour moi, il y a une vraie magie. Là, on est pas loin de ce que peut faire Disney, parce qu'il y a une vraie magie. Et lorsque j'ai regardé le On-Ride, à la fin, je me disais pas waouh, ça fait peur pour rien, ou ça fait hurler pour rien. Non, c'était surtout, ça me faisait vibrer comme quelque chose un peu de mystique et qui m'avait complètement envoûté, un peu comme quand je rentre dans Phantom Manor. J'ai eu cette sensation aussi dans la tour de chute de Fantasyland, dont j'ai oublié le nom, mais là pour le coup c'était plus de la recherche de sensations. J'ai trouvé que le show était très court. D'après ce que j'ai compris d'ailleurs, il y avait des shows alternatifs et j'avais pas eu la meilleure version du show. Mais voilà, je suis quand même très attiré, très curieux de découvrir cette attraction et ça pourrait déclencher ma visite. Et puis j'ai trouvé ça génial qu'il l'ouvre en pleine période d'Halloween. Et puis je trouve que bien sûr on travaille l'univers un peu de l'horreur, mais autour d'une culture européenne et de contes européens, et j'ai trouvé ça assez marrant. Et puis tout autour, donc je vois qu'il y a une boutique, par exemple la boutique du Docteur Charlatan, qui vend toutes sortes de souvenirs sinistres et effrayants de l'attraction. Je vois qu'il y a de la restauration aussi tout autour. En fait, cette zone-là qui existait déjà reprend vie un peu sous une autre forme. Enfin bref, donc ça dans ce macabre, c'est vraiment quelque chose qui m'attire énormément et qui pourrait me faire dire que j'irai découvrir Efteling, même si bien sûr je sais qu'à Efteling il y a bien plus à découvrir. Et sachez que si je vais à Efteling, c'est quasiment sûr, j'en ferai un vlog sur ma chaîne YouTube. Ça, c'est clair, c'est net et c'est dit. Donc voilà, on a fait Efteling, on va rester dans le domaine de la peur, parce que je reviens du parc Astérix. Donc là, on va passer effectivement à Peur sur le parc, qui est sur le point en tout cas de se terminer au moment de la publication du podcast. J'étais en train de réfléchir à quel moment je vais lancer le podcast, mais j'ai pas de date précise en tête, mais quoi qu'il arrive, Halloween est déjà passé au moment de l'enregistrement du podcast, donc Peur sur le parc est bientôt terminé, mais je suis impressionné, vraiment, et je le dis en toute sincérité, par la débauche de moyens du parc Astérix au moment de Peur sur le parc et au moment d'Halloween. Je sais pas quel autre parc, même de la Compagnie des Alpes, peut mettre autant d'argent à la création d'expériences vraiment très spécifiques et très courtes dans le temps dédiées à Halloween. Peur sur le parc, c'est une saison qui prend de l'ampleur chaque année, et je savais que ça attirait un public d'adolescents, je savais que c'est vraiment un public très particulier qui vient découvrir les saisons d'Halloween dans les parcs à thème, notamment ceux de la Compagnie des Alpes, qui ont vraiment décidé d'emprunter ce chemin de l'horreur. Mais j'avoue que je suis impressionné par la qualité des derniers décors créés. L'année dernière déjà, j'avais découvert donc la nouveauté qui s'appelait alors il faut que c'était sur il y a Pompéi cette année, et c'était le tombeau des dieux l'année dernière. Donc ça, c'était dans la zone Égypte, où on découvrait l'enfer éternel. Les dieux Sobek, Anubis étaient prêts à nous sauter dessus. Enfin bref, alors moi, encore aujourd'hui, je pense que c'est le tombeau des dieux qui est mon préféré. En fait, pourquoi ? Parce que je trouve que, de manière générale, l'univers de l'Égypte est un univers hyper cinématographique et qui donc, du coup, se prête très bien à l'immersion dans les parcs à thème. Et en fait, c'est aussi cette zone égyptienne que les visiteurs, à mon avis, préfèrent au parc Astérix. Et d'ailleurs, ils vont continuer de l'étendre, hein, puisqu'ils vont ajouter les chaises volantes à cette zone égyptienne. Et je trouve vraiment que c'est pour moi le meilleur parcours à pied. Donc vous savez, ces parcours à pied, ce sont des parcours où vous êtes dans des décors sombres et où des comédiens vont se jeter sur vous, vont vous faire peur. C'est vraiment inspiré de ce qui se fait déjà aux États-Unis, aux fameuses Universal Horror Night, que j'ai jamais pu trop tester parce que je suis quelqu'un un peu qui a peur. Mais je pense en fait que les maisons du parc Astérix sont bien plus effrayantes que les maisons américaines, parce que la grosse différence, c'est que en France, les comédiens peuvent vous toucher. Vous n'avez pas le droit de les toucher, mais eux peuvent vous toucher. Ils peuvent, je sais pas, moi, ils m'ont tiré ma capuche lorsque j'y suis allé là il y a quelques jours. Ils vous touchent, ils vous poussent, ils vous attrapent. Aux États-Unis, où les Américains sont bien plus prudes,
on vous touche pas. Pour éviter les procès de toutes sortes, les comédiens ne s'approchent pas de vous, donc votre corps est garanti. Enfin, vous avez l'intégrité du corps, ce que vous n'avez pas forcément au parc Astérix. Alors peut-être du coup que je devrais aller tester les Horror Nights parce que je serais peut-être sans doute moins effrayé, j'en sais rien. En tout cas, le tombeau des dieux reste mon parcours préféré. Et cette année, j'ai été invité du coup à découvrir les enfers de Pompéi. Donc là, je le signale, hein, c'était un partenariat. Je vais néanmoins vous donner mon avis sans surprise. Hein, je le savais en venant que ce serait un parcours qui me plairait beaucoup. Parce qu'en fait, le choix que maintenant fait Astérix, il est simple. C'est plus seulement d'effrayer les visiteurs, mais c'est aussi un peu de raconter une histoire, d'immerger les gens dans un décor un peu plus spectaculaire. Et vraiment, les enfers de Pompéi sont dans la lignée en fait du tombeau des dieux. C'est extrêmement réussi. Je vous fais là la storyline. On est en 79 après Jésus-Christ. Et donc le Vésuve, c'est une vraie histoire bien sûr, entre en éruption et laisse Pompéi en ruine, en souffrance. Et les visiteurs sont amenés à traverser la cité chaotique de Pompéi, qui est devenue une sorte de champ ardent, parce que la lave en fait est toujours là, et ce que j'adore justement, c'est que les comédiens sont censés représenter cette lave, et donc ils surgissent de la lave, avec de la lave tout autour d'eux, sur leur corps, enfin c'est vraiment impressionnant. Et donc ces habitants surgissent des ruines, comme sortant des enfers, et ils sont piégés dans une sorte d'entre-deux, entre la vie et la mort, et ils sont mutilés, et donc il y a cette salle, dans cette zone-là, qui précédemment était une attraction. Et c'est fou, enfin encore une fois, moi je suis impressionné de voir à quel point le décor a été bien réutilisé, la débauche de moyens, mais seulement pour une période très très courte, qui est la période d'Halloween. Et donc vraiment j'ai adoré les enfers de Pompéi. Alors les enfers de Pompéi sont payants, contrairement aux autres maisons hantées, puisque c'est la nouveauté, c'est 5 €. Mais si vous achetez le fil Automatix, nous on avait un fil Automatix, elle est incluse dedans, mais il faut réserver... La maison hantée est comprise dedans, mais il faut réserver un créneau de passage parce qu'elle est un peu plus demandée. Voilà, donc moi en numéro 1 je mets bien sûr le tombeau des dieux parce que l'univers de l'Égypte dans un décor comme ça, ça rend super bien et j'adore en fait les costumes des dieux dans le tombeau des dieux. En deuxième position, et puis il est moins effrayant, il est quand même moins effrayant que les enfers de Pompéi. Et en deuxième position, bien entendu les enfers de Pompéi, mais enfin c'est quasiment à égalité. Et après, il y en a une autre alors que j'ai pas pu faire cette année, donc je me souviens plus du nom, mais que j'avais adoré l'année dernière, mais pareil aussi pour le développement de la storyline. Oh là là. En fait, c'est à la sortie de la malédiction de Sirius. Vous savez, là où il y a ce spectacle, où il y a la danse des naufragés, la dernière danse de Sirius. J'adore cet endroit qui prend vie en permanence avec des comédiens et des chorégraphies impressionnantes. Mais à la sortie de cet endroit, vous avez une maison hantée. Et je pense, hein, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est la colère d'Anubis. Pareil, on est dans l'univers de l'Égypte, du réveil des malédictions. Voilà, bon, ça m'a énormément plu. Et puis en plus, le fait de terminer près du bateau qui semble ramener cette exposition. Enfin, moi, et puis c'est fou de se dire qu'on est sur la scène de main basse sur la Joconde. Enfin, moi, je suis fasciné de cette façon qu'a le parc Astérix de réutiliser tous ces espaces et ces décors emblématiques juste pour une saison. Vraiment, encore une fois, pour moi, la débauche de moyens est incroyable, c'est vraiment extrêmement bien réussi. Bon, après, moi, la maison qui me plaît le moins, c'est la plus effrayante, c'est les catacombes. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, alors ça c'est fou, j'avais été évacué des catacombes, il y avait une alerte incendie, et donc on savait pas si on était encore dans l'histoire ou si c'était... J'ai mis du temps à réaliser qu'on se faisait évacuer pour de vraies raisons. Je pensais qu'on était encore dans le délire. Les catacombes pour moi c'est vraiment le pire, et là c'est vraiment de l'horreur, et d'ailleurs c'est là où j'ai remarqué il y a le plus d'adolescents qui veulent vraiment se faire peur. Je vois bien que c'est la maison préférée des adolescents, pas forcément la mienne en tout cas. Et puis pour la première fois cette année aussi, parce que l'année dernière il y avait un petit peu de monde, c'était aussi une nouveauté, enfin je crois que ça fait 2 saisons qu'ils l'ont fait, on a testé le sanglier borgne et j'ai adoré. Alors là j'en ai même fait un réel dessus, j'étais presque prêt à faire Peur sur le parc en vlog pour filmer cet endroit. J'ai adoré parce que là, encore une fois, on est dans un type d'expérience qu'aurait pu vraiment faire Disney.
c'est le Sanglier Born, un bar qui s'appelle comme ça parce qu'en fait il y a un sanglier qui est exposé, qui est empaillé au-dessus du bar, mais qui a qu'un seul œil, ou alors dont les deux yeux sont crevés, j'ai un doute. Et donc en fait on est accueilli par quelqu'un qui me dit oui, le bar est... Enfin, qui nous fait faire une énigme d'abord pour entrer dans le bar, et qui nous parle de toute sa famille, de Morissette, et à un moment donné il ouvre un portrait, il tire un portrait, et en fait ce portrait c'est un couloir qui mène vers le bar. Et donc on est dans ce bar caché qui n'est pas indiqué vraiment auprès des visiteurs lorsqu'ils sont dans le parc, donc il faut le connaître. Et donc la tenancière des lieux, c'est Morissette, et elle a un tempérament sacré, c'est un gros tempérament, un tempérament trempé, et donc elle est prête à offrir aux visiteurs des cocktails typiques de son univers, et tout autour d'elle en fait vous avez des comédiens qui l'entourent, qui sont soit des membres de sa famille, soit des anciens clients qui ont été pris au piège et qui sont condamnés à la servir pour toujours. Alors nous on a eu de la chance, on a eu des super interactions avec les comédiens qui étaient présents ce jour-là dans le bar, c'était vraiment extraordinaire. Je pense pas qu'on aurait eu la même qualité d'interaction si on n'avait pas eu Stéphane avec nous, qui est un, vous savez, Stéphane Planète, qui est vraiment qui permet de déclencher l'interaction plus facilement, que ce soit d'ailleurs dans les parcours effrayants ou là dans le bar. C'était très agréable parce que je pense qu'ils ont vu qu'on était en recherche d'interaction, et particulièrement aussi pour nos propres contenus. Et en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que là, ça c'est vraiment un type d'expérience qui aurait toute sa place à Disneyland Paris. C'était génial d'être dans un endroit comme ça, intimiste, dont la qualité de la restauration, là, pour le coup, était bonne, où les prix étaient aussi raisonnables, et où, tout autour de vous, vous avez des comédiens. Ça fait évidemment penser à la Cantina, mais où il n'y a pas de comédiens. Parfois, il y a les Stormtroopers qui traversent le bar, mais c'est quand même assez rare. Moi, je les ai jamais vus, mais je sais qu'ils le font. Mais c'est vrai que ça, c'est un type d'expérience qu'on recherche. Il y avait aussi le Star Cruiser, vous savez, ce fameux hôtel qui a fermé, qui était un peu comme ça. Vous avez les Disney Cruise Line qui sont censés aussi retranscrire ce genre d'ambiance, mais il faudrait qu'il y ait ça désormais à Disneyland Paris. Alors ils ont essayé de le faire avec le bar Deadpool, mais bon, il me semble que c'était plus de 20 € n'importe quel cocktail, donc j'étais un peu freiné par le prix, et puis par le fait que c'était pas dans les parcs. C'est pour moi un type d'expérience qui se prête au parc. J'ai envie de rester dans l'histoire, et j'ai pas envie de me couper l'histoire en allant rejoindre un hôtel, ou pour moi ça c'est le futur du parc à thème, et les visiteurs sont de plus en plus en recherche de ce genre d'expérience, et quand on les partage sur les réseaux sociaux, on voit bien que ça devient viral. On voit que le succès de ce bar sur cette saison, il s'est fait notamment sur les réseaux sociaux, et c'est fou parce que c'est un bar secret, vous avez une file d'attente dedans, mais je suis sûr que les gens qui ont fait la file d'attente ont aperçu ce bar sur les réseaux sociaux d'abord, et donc il y a un potentiel aussi viral pour ces endroits, et donc il y a tout intérêt à continuer à les développer. Donc vraiment, Peur sur le parc, encore une super saison, et vraiment moi qui suis pas un fan des saisons horrifiques, et qui suis pas un fan de ce genre de parcours scénique à pied, de ces maisons hantées, parce que je suis un peu fleur bleue, moi, vous savez, je suis un peu sensible, moi je suis plus Noël et tous ces trucs là, et donc du coup j'ai quand même assez peur d'y aller, mais là vraiment j'ai apprécié l'expérience, et donc c'est quasiment sûr que l'année prochaine, s'il y a une nouvelle maison hantée, j'irai, puis j'aimerais retourner aussi au Sanglier Born. Enfin bref, j'ai vraiment adoré Peur sur le parc. Et on va conclure notre podcast par Universal Epic Universe. Ça, c'était le gros sujet sur ma chaîne ce mois-ci, le début des ventes pour Universal Epic Universe. Donc ça y est, vous pouvez acheter vos tickets. Alors ça, c'était une galère de comprendre les packages, mais en fait c'est tout simple. Vous avez aucun package qui vous donne accès à plusieurs jours de visite à Universal Epic Universe. Vous avez en fait des packages 3 jours, 4 jours, 5 jours, même plus encore, des packages 7 jours, mais qui vous donnent à chaque fois accès qu'à un seul jour de visite à Universal Epic Universe. Donc c'est ce troisième parc Universal en Floride qui va être ajouté à Island of Adventure et le parc d'origine Universal Studios Florida. Et en fait, vous ne pouvez pas réserver pour le moment, dans ce parc-là, de tickets simples. Et donc, vous n'avez que ces packages dont je vous ai parlé, sauf si vous êtes pass annuel. Si vous êtes pass annuel, vous pouvez acheter des tickets simples à l'unité, en réservant votre jour de visite. Il faut qu'il n'y ait pas de block-out, de block date, parce que les premiers jours sont déjà complets au mois de mai. Mais sauf que vous êtes pass annuel, mais vous payez des jours de visite en plus qui vous coûtent quasiment le prix d'une visite normale dans les parcs Universal. Donc ça fait cher tout ça. Mais évidemment,
évidemment c'est temporaire, et l'objectif là pour Universal c'est d'installer une culture du resort en fait dans leur parc à thème, et donc du coup c'est un peu particulier ce qu'ils font là, mais c'est temporaire, et puis c'est pour répondre à l'engouement qui semble y avoir autour des parcs, et puis on verra si ça dure dans le temps. Bon, bien entendu, moi je vais aller découvrir Universal Epic Universe, c'est mon temps fort principal en 2025, j'ai tellement hâte de découvrir ça, je pense que je suis pas prêt pour vivre ça. Mais ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est de la zone Harry Potter. En fait, j'ai pu traiter en vidéo toutes les zones, et la seule que j'avais pas pu faire, c'était Harry Potter. Je l'ai fait du coup au moment de l'annonce des tickets. Et cette zone Harry Potter, vraiment, c'est supposé être celle qui intéresse le plus le public et qui va attirer le plus de monde, avec une technologie unique développée à l'intérieur. Et d'ailleurs, c'est pas très clair, on ne sait pas encore quel constructeur, ce qui a été fait, enfin... On comprend pas bien ce qui a été fait pour cette attraction. Et puis, en même temps, il y a une prise de risque sur cette zone Harry Potter. Puisque, vous le savez, à Universal, en fait, il y a des zones Harry Potter à Island of Adventure. Donc ça, c'est Préolard, c'est le château Poudlard, voilà. Et puis après, vous avez le chemin de traverse à Universal Studios, qui est le seul décor qui rend hommage, qui reproduit le chemin de traverse, sans compter, bien sûr, la visite des studios à Leavesden près de Londres. Et puis vous avez donc ce nouveau Wizarding World qui sera unique au monde, qui à mon avis n'a même pas vocation à être dupliqué dans les autres parcs, qui en fait à l'origine devait être une zone dédiée aux animaux fantastiques, sauf qu'on voit bien que là il y a un co-branding, le logo a changé, c'est plus les animaux fantastiques, c'est The Wizarding World of Harry Potter. Alors qu'à la base, à mon avis, ça aurait dû être juste The Wizarding World, et même si l'attraction était prévue, à mon avis, dès le départ sur l'univers d'Harry Potter, le reste du land était quand même plutôt un hommage aux animaux fantastiques. Là, on voit bien qu'on a envie de travailler un peu plus Harry Potter que les animaux fantastiques, dans le branding, c'est clairement mis en avant comme ça. Et en fait, qu'est-ce qui se passe dans cette zone Harry Potter ? Vous n'êtes pas dans les zones habituelles britanniques, vous êtes dans une zone parisienne qui a été montrée dans le deuxième Animaux Fantastiques, qui s'appelle Les Crimes de Grindelwald, qui est pour moi là, qui est bien. Le premier et le deuxième film sont bien, c'est le troisième qui est un peu bizarre, je trouve, des Animaux Fantastiques. Et donc, qu'est-ce qui va se passer une fois à l'intérieur ? Eh bien, en fait, on sera dans une rue haussmannienne parisienne. Alors, c'est marrant d'aller découvrir Universal Epic Universe, moi en tant que Frenchie, de me retrouver en plein cœur d'un Paris reproduit. Il y a d'autres Paris reproduits en Floride, puisqu'il y a la zone parisienne de Epcot avec Ratatouille, qui d'ailleurs connaît un grand succès. Donc Paris peut vraiment attirer du monde dans ce genre de zone. Et alors, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, en fait, l'attraction principale est une sorte de visite du ministère de la Magie français. Donc jusque-là, on est toujours dans l'univers parisien. Et il y a un prétexte en fait très vite pour se retrouver dans le décor du ministère britannique. Et donc pour ça, on va utiliser un mode de transport qui s'appelle le métro flou, qui est inspiré par le réseau de cheminées. Vous savez, les Britanniques empruntent les cheminées pour voyager d'un univers à l'autre, et puis là, en fait, on va traverser ces fameuses cheminées du ministère de la Magie britannique depuis le ministère de la Magie français. Et ce système va nous amener jusqu'au procès de Dolores Ombrage. Donc là, la storyline est vraiment sympa, ça se passe quelques temps après les événements du premier film. Moi, je suis un peu gêné par les storylines des premières attractions Universal qui rendent hommage à l'univers d'Harry Potter, parce qu'elles sont souvent incohérentes, je trouve, et particulièrement mal écrites. Et celle-ci a fait du progrès, je trouve. Cette storyline est plus claire et plus plausible. On est là après les événements du premier film, et oui, il y a le procès de Dolores Ombrage, donc ça c'est quelque chose qui aurait pu typiquement se produire dans l'œuvre de J.K. Rowling. Et donc la directrice de Poudlard qui a repris son rôle, l'ancienne directrice de Poudlard a repris son rôle, donc Dolores Ombrage, l'actrice qui incarnait le rôle, a repris son rôle pour l'occasion. Et en fait, elle va réussir à s'échapper de son procès. Donc une course-poursuite va se déclencher avec des tétraqueurs, des mange-morts, et elle va même nous attaquer à plusieurs reprises. Et nous, on est à bord de ces fameux ascenseurs, vous savez, qui se déplacent de département en département, du fameux département des mystères. Et donc du coup, vraiment, ça attise ma curiosité, et je serais curieux de savoir quel est le système, quel est le constructeur qui est derrière ça. Et en même temps, c'est vrai que le décor du ministère britannique, c'est un peu le dernier grand décor qui n'a pas été reproduit dans l'univers d'Harry Potter. Mais encore une fois, lorsque vous êtes en extérieur, vous êtes dans l'univers parisien. Et donc, par exemple, vous avez le café L'Air de la Sirène, qui est un café parisien. Vous avez des établissements qui rendent hommage à l'Art Nouveau. Vous avez aussi un cirque. Alors vous avez du divertissement en pleine journée.
Ce qui n'est pas forcément le cas dans les autres Wizarding World. Enfin si, vous avez des petits happenings à Préolard, vous avez des petits happenings aussi sur le chemin de traverse, mais c'est vraiment, c'est pas très ambitieux. La particularité de ce parc-là, c'est que dès le départ, il a été conçu avec des gros spectacles, comme le spectacle qui va rendre hommage à l'univers de Dragon. Là, c'est pareil, ce spectacle, ce cirque itinérant qui est installé, qu'on voit d'ailleurs dans le deuxième film, et là vraiment pour impressionner les visiteurs, et c'est un spectacle qui va vraiment mettre en avant l'univers d'Harry Potter de façon spectaculaire, comme il n'avait jamais été mis en avant de cette façon-là, en tout cas pas dans les spectacles, ça c'est sûr. Et puis vous aurez aussi des boutiques de vente de baguettes. En fait, on va retrouver toute l'expérience habituelle du Wizarding World, mais transposée dans un univers parisien. Donc il n'y aura pas Ollivander, mais ce sera un autre nom. Vous n'aurez pas le Chaudron Maver, mais vous aurez le café dont on vient de parler. Vous aurez les baguettes interactives, et donc vous allez pouvoir faire des tours de magie dans les vitrines, mais ce seront les vitrines parisiennes, avec plutôt le Nifleur, donc plutôt les personnages des animaux fantastiques. Enfin bref, voilà, c'est ce qui va se passer dans cet univers d'Harry Potter. Et en fait, Harry Potter, pourquoi remettre en avant Harry Potter dans un nouveau parc Universal? Mais parce que c'est la carotte, c'est ça qui fait venir les visiteurs. Aujourd'hui, la plupart des visiteurs qui viennent à Universal, notamment ceux qui ne sont pas pass annuels, ils viennent découvrir le chemin de traverse, l'univers d'Harry Potter. Donc l'enjeu, là, c'est de remettre à nouveau en avant la saga, mais il y a une prise de risque, parce que c'est pas l'univers habituel d'Harry Potter qu'on met là en avant. Et donc c'est pour ça qu'il y a ce co-branding Wizarding World Harry Potter, cette remise en avant d'une actrice emblématique de la saga, le fait en fait qu'on fait bien attention au fait que oui, il y aura les personnages Harry Potter, et d'ailleurs ils l'ont dit, oui, il y aura Harry, il y aura Hermione. Alors en fait non, ils seront pas vraiment là, mais on va utiliser leur silhouette, leur voix, un peu comme c'est le cas dans le train qui permet de changer de parc et d'aller à Préolard. Donc voilà, vraiment je suis très curieux, et en même temps, je l'ai souvent dit en vidéo, c'est pas la zone qui m'intéresse le plus, parce que c'est une zone parisienne, parce que les animaux fantastiques que j'adore, là je les ai revus il y a pas longtemps, mais c'est pas pareil que Préolard et que le chemin de traverse, ça attire pas autant mon cœur de fan Harry Potter, et donc moi vraiment ce qui m'intéresse le plus, en fait c'est le Dark Universe, c'est ce land qui rend hommage au méchant Universal, c'est vraiment ça qui m'attire le plus. Il y a rien à faire, c'est à chaque fois que je vois des images, c'est ça. Et à la limite, la zone Donkey Kong qui étend le Super Nintendo World m'attire presque plus aussi que le Wizarding World. Parce que, pareil, Donkey Kong, c'est un univers qu'on a envie de voir dans les parcs à Teigne, et le Super Nintendo World, c'est un univers dans lequel on a envie de se transposer, bien que l'attraction n'ait pas rencontré le succès espéré. Donc voilà pour ce qui se passe dans les parcs Universal. Ouverture du parc donc en mai 2025, je vous communique pas ma date de visite du parc, je la garde encore un peu secrète parce que j'ai pas encore fini les préparatifs, mais bien entendu, la visite d'Universal Epic Universe fera l'objet d'un vlog dédié, mais aussi d'un podcast dédié sur cette thématique. Et comme je vous l'ai dit, j'emmène mon micro en voyage, donc j'espère pouvoir inviter quelqu'un d'autre qui va découvrir en fait le parc en même temps que moi. Mais ça, je vous en reparle un peu plus tard. Et pour conclure ce podcast, il fallait que je vous parle du Puy du Fou, que malheureusement j'ai pas pu visiter cette année, et j'étais un peu dégoûté parce que le Puy du Fou, pour moi, en termes d'immersion, de storyline, de technologie développée dans les parcs, je suis toujours bluffé. Ça a fait l'objet de plusieurs vlogs sur ma chaîne. On avait découvert l'année dernière, on était invité à découvrir le Mime et l'étoile, c'était extraordinaire. Et en fait, au-delà de ça, c'est le développement du Puy du Fou qui est intéressant, c'est-à-dire que les choix qu'ils font sont pas ceux qu'ils faisaient il y a 10 ans. On sent qu'on cherche à s'éloigner en fait au Puy du Fou de l'univers un peu équestre, on cherche à s'éloigner, en gros, le Puy du Fou a cette image de parc chevaleresque, donc chevalier d'un côté et de l'autre les vikings. C'est ça qui attire les enfants, d'ailleurs c'est un peu les carottes, on parlait de carottes tout à l'heure, c'est la carotte pour les enfants, les chevaux, le côté médiéval et les vikings. Et donc le Puy du Fou a cette image-là qui peut freiner d'autres visiteurs qui ont envie de découvrir autre chose. Et donc avec des spectacles comme le Mime et l'étoile, qui pour la première fois met en avant un univers cinématographique, qui est le premier spectacle live du Puy du Fou, qui met en avant la musique, la couleur, le cinéma, un univers d'artistes, vraiment qui est très 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 différent des autres spectacles proposés dans le parc. On voit bien que là, le chemin emprunté est complètement différent. Du coup, j'étais très 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 curieux de voir ce que le parc allait annoncer pour la saison prochaine. Et donc, vous savez, il y a depuis plusieurs années ce spectacle, alors que j'aime pas trop, c'est un de mes spectacles que j'aime le moins au Puy du Fou, qui était un petit spectacle qui a ouvert au milieu des années 2000, si je dis pas de bêtises,
et qui est en fait juste derrière le village médiéval. Et en fait, ce spectacle était très différent des autres parce que déjà, il était plus court. Donc c'était un spectacle qui n'avait pas une grosse capacité. Il n'y avait pas beaucoup de place pour les spectateurs et qui en plus était plus court et apparemment qui était un spectacle qui permettait de désengorger un petit peu les autres shows et qui était une sorte de show de transition. C'était une façon de couper sa journée et il était d'ailleurs donné sur des horaires un peu différents. C'était une autre façon de travailler. Et donc là, l'année prochaine, le Puy du Fou se donne pour ambition de refonder complètement ce spectacle qui va s'appeler L'Épée du roi Arthur, donc qui mettra toujours en avant la légende du roi Arthur. Et donc ce sera la grosse nouveauté de 2025. Donc là pour le coup on revient à l'univers médiéval, mais sauf qu'il y a vraiment encore une fois des promesses incroyables sur les technologies qui seront utilisées dans le spectacle, des technologies qui n'ont pas été utilisées d'ailleurs dans les autres spectacles. La storyline elle est simple, c'est qu'on est au pied des remparts de Font-Romeu, donc c'est le nouveau nom du village médiéval. Un mystérieux messager se précipite entre les ruines de l'ancien château à la recherche du jeune Tristan, et le légendaire roi Arthur et l'ensemble des chevaliers de la table ronde sont prisonniers des maléfices de la fée Morgane. Aidé par ses 5 fidèles, compagnons et guidé par la Dame du Lac, Tristan devra faire preuve de bravoure et d'ingéniosité pour libérer l'épée d'Excalibur. Et ce qui est fou, c'est que pour annoncer la création de ce spectacle, ils ont lancé une chasse au trésor pour retrouver l'épée d'Excalibur, donc avec des énigmes. Les énigmes, vous savez, les chasses au trésor sont de plus en plus à la mode en France et partout dans le monde. Là, vous en avez entendu récemment, il y en a une qui a été enfin élucidée après des années de recherche. Et donc le Puy du Fou a lancé ça pour retrouver l'épée d'Excalibur qui vaut plus de 250 000 € quand même, hein, donc c'est un sacré gain. Mais le but là, c'est pas forcément de faire jouer les gens, c'était de créer une communication autour de ce spectacle et je trouve que c'était une idée de génie de proposer ça. En termes de retombées presse, c'est génial, ça fait de la retombée presse sans que vous achetiez, parce qu'au lieu de se présenter à un média et de dire bah voilà mon nouveau spectacle l'année prochaine, j'ai mis tant de millions, il y aura tant de places, blablabla, blablabla, en fait ça déclenche tout de suite la retombée presse parce que vous avez quelque chose d'intéressant à raconter en plus, qui est le Puy du Fou pour annoncer son nouveau spectacle lance une énorme chasse au trésor. Enfin vous voyez, en termes de retombées presse c'est fou. Donc ce spectacle va être plus long. Apparemment, il va être allongé, donc il fera 22 minutes. C'est un peu vague, hein. Ils disent qu'ils vont repousser les limites de l'imaginaire, que vraiment les visiteurs vont voir quelque chose de vraiment différent de ce qui avait été montré là avant. La musique aussi va être réarrangée, les chorégraphies, le nombre d'acteurs. Enfin, en fait, le spectacle devient un vrai spectacle du parc, parce qu'il n'était qu'un mini-spectacle jusque-là avec moins d'acteurs, avec moins d'effets. Là, j'ai l'impression qu'en fait, il devient un spectacle comme un autre, et donc du coup, il devient une sorte de étiquette du parc. Ce qui vous oblige désormais vraiment à faire pratiquement plus de 2 jours de visite au Puy du Fou si vous voulez tout faire. C'est vraiment très difficile maintenant. Je me souviens, en 2020, c'était déjà dur en moins de 2 jours de tout faire, mais alors là, en 2 jours, s'il faut intégrer ce spectacle désormais dans la liste, ça devient vraiment compliqué. Il faut faire des choix désormais, et les choix sont de plus en plus durs à faire au Puy du Fou, où les spectacles sont vraiment d'une grande qualité, et du coup, comme il y a cette nouveauté l'année prochaine, je pense qu'il y a de fortes chances que j'aille la découvrir, ça c'est sûr et certain. Et bien écoutez, voilà, ça fait un peu moins d'1 heure que je m'enregistre. Le but pour moi, c'est de vous produire un podcast d'environ 1 heure. Donc là, j'ai pas atteint mon objectif, mais voilà, le but c'est que ce soit le plus convivial possible et spontané. Bon, il y a quelques erreurs dans mon rush, donc je vais quand même couper à 2-3 endroits, mais grosso modo, vous avez mon intention générale du départ, et donc j'espère que ce premier épisode vous a plu, parce que j'ai bien l'intention de continuer. J'ai pris plaisir à l'enregistrer, et encore une fois, je suis vraiment un amateur de podcasts et de radio, et donc c'est vraiment un truc sur lequel j'ai envie de me tester là dans les mois à venir. Et donc n'hésitez pas à me faire des retours sur Parktopia. Dites-moi ce que vous souhaitez en fait que je partage avec vous. Je réponds à vos messages principalement sur Instagram, je préfère vous le dire. C'est sur Instagram que je lis vos messages. Je le dis à ceux aussi qui m'écrivent depuis Facebook. En fait, Facebook est jumelé à mon compte Instagram, donc je préfère... Enfin, en fait, je peux pas lire les MP Facebook, donc je réponds directement sur Instagram à tout le monde et en commentaire de vidéos YouTube. Et donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires dans ces espaces au sujet de mon podcast pour que je puisse m'améliorer et transformer un peu mon contenu et l'adapter. Mais en tout cas, j'ai très très hâte de vous revoir dans un mois pour le prochain, pour qu'on puisse continuer à parler l'actualité des parcs à thème. Merci à tous de m'avoir suivi, et vous savez quoi, on va garder le petit slogan que j'utilise à chaque fin de mes vidéos, puisqu'après tout c'est toujours moi. N'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Merci à tous et à bientôt.